Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau vélo de podcast. Ça y est, le Tour de France, c'est parti. On va parler des favoris, qui va remporter le Tour, qui va terminer derrière Pogacar et Vingegaard, quels vont être les meilleurs sprinters, les meilleurs Français, nos coups de cœur. Bref, on va faire un tour complet de cette start list du Tour de France 2023, aussi des points chauds sur le parcours du Tour 2023 avec mon acolyte de toujours, le grimpeur de vélo podcast, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ah ça c'est clair, hein, je suis un grimpeur, hein, t'as vu mon profil? Descendeur, oui c'est sûr, après quelques heures, après quelques verres dans la soirée, c'est sûr, mais grimpeur, oui, t'as fait plus de cols que moi, non? 2. Non, je plaisante. Enfin, je plaisante pas, en fait, j'en ai fait 2. Hein. T'en as fait 2, ouais. Moi aussi j'en ai fait, j'ai fait une fois, 2 fois le Tourmalet, ça fait 2, du coup. Après, faut habiter près des régions, quoi. C'est vrai que c'est toujours pareil, quand t'es pas dans les régions, c'est plus compliqué. Quoi. Maintenant que t'es en Suisse, t'es tranquille. Quand t'habitais dans le Nord, t'avais quand même la grande montagne de Cassel qui a fait mal au championnat de France. Ah oui, même le Mont Saint-Aubert pour les plus connaisseurs. Ça, c'est la vraie montée du coin, tu vois. les connaisseurs. Exactement, savent. Les vrais savent, comme on dit. Bon, on va rentrer FP dans le vif du sujet, comme on dit habituellement dans ce début de Vélo Podcast, avec ce Tour de France 2023. FP, si on résume la victoire finale, la bataille pour la victoire entre Pogacar et Vingegaard, on se trompe, on est trop hâtif ou ça va vraiment être ça? C'est toujours pareil, hein, sur le début du Tour de France, ça va être évidemment Vingegaard-Pogacar. Après, on a eu les interviews où Pogacar dit qu'il est remis à 70% au niveau de son poignet, qu'il a fait beaucoup d'entraînement, il sait pas trop comment il va se sentir en course. Il dit qu'à l'entraînement, il n'y a pas de douleur, donc on va attendre de voir la course. Et moi, je suis curieux de voir. Après, c'est toujours pareil à Tour de France, quoi. C'est vu comment c'est difficile, vu comment il va être tendu, elle va être tendue la première semaine. On n'est pas à l'abri d'une chute ou tu vois, ou d'un tour qui est un peu remanié. C'est 2015 Nibali, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Où le Tour de France, à la base, on pensait pas à une bataille avec Nibali, Perrault et Pinot. 2014. 2014, pardon. Et voilà quoi. Donc là, je suis curieux de voir en fait ce que ça va donner parce que vraiment les étapes sont assez délicates et difficiles et tu vois pas forcément à l'avantage de Vingegaard ou Pogacar. En tout cas la première semaine. T'as quand même un Pogacar qui est un coureur qui a remporté Liège-Bastogne-Liège, qui sait faire. Oui, mais blessé. Même blessé. Blessé, Pogacar va falloir y faire attention. Alors après, il y a quoi? Il y a peut-être un peu d'intox dans ces paroles, hein, dire que son poignet est en tout cas c'est à 70%. Je sais pas. Franchement, Pogacar, il est pas mal en intox aussi. Hein. Il doit y avoir de l'intox, c'est sûr. Je pense qu'il a bien compris la leçon de l'année passée avec la Jumbo-Visma qui avait une meilleure équipe que lui. Ils avaient bien roulé en équipe face à lui. Donc là, il a Adam Yates pour l'accompagner, Pogacar. Mais l'intox ou pas, mine de rien, il a quand même une grosse blessure. Il revient quelques semaines à peine après sur le Tour de France. Et on va dire un coureur lambda, il ne serait pas à 100%. Donc moi je crois pas à un Pogacar à 100%. Donc c'est pour ça que je te dis que la première semaine et Vingegaard, je le vois pas sur les étapes de première semaine prendre un gros avantage, tu vois. Donc s'il y a un coup à jouer pour un autre coureur, ça peut être cette première semaine. Justement. Tu penses pas que, au-delà de vouloir gagner le Tour de France dans la première semaine, il va y avoir une volonté de prendre la moindre seconde. On a ces 2 premières étapes à Bilbao, vers Bilbao-San Sebastian, où il va y avoir des côtes bien pentues dans le Pays Basque espagnol avant les arrivées. T'as même l'arrivée à Bilbao avec la dernière rampe, c'est le dernier kilomètre qui a 5%. Vers San Sebastian, juste avant l'arrivée, t'as le Reiskibel, c'est une montée habituelle de la Classica de San Sebastian, avec un petit mur aussi juste avant l'arrivée, le Miracruz à 1 km à 4%, une petite côte en tout cas, 1 km à 4%. Reiskibel, il y aura des secondes bonus au sommet du Reiskibel, et puis après t'auras les étapes, alors ça va être mardi, mercredi dans les Pyrénées, vers la Reims avec le Soudé, Marie-Blanc, et le lendemain avec l'enchaînement à Spin-Tourmalet et la montée vers Cauterets-Cambasque mercredi. Et il va quand même y avoir des attaques, des tentatives de prendre quelques secondes. La montée vers Cauterets, je pense que Vingegaard va passer à l'attaque pour tester au moins Pogacar. Ouais, je suis pas certain. Moi, je pense vraiment que la première semaine, pour eux deux, ils vont se regarder. Alors, je pense que les 2 premières étapes, tu as raison, ils vont voir qui va attaquer le premier. Je pense que c'est Pogacar qui attaquera le premier parce que il a une revanche à prendre sur l'année passée. Je suis pas d'accord. Ah, tu penses que c'est Vingegaard qui va te dire je vais prendre les devants et j'y vais?
Ah ben Vingegaard va forcément tester Pogačar. Il va le tester, mais ils vont le tester. Alors moi, j'y crois pas aux grosses attaques dès le début. Moi, je pense que vraiment, tu vois, sur les premiers maillots jaunes, on en parlera tout à l'heure, un Alaphilippe, Van Der Poel, presque un Van Aert, hein, s'il veut aller le chercher, j'y crois plus. Mais Vingegaard, je pense qu'il restera au chaud, mine de rien, et les étapes qui lui conviennent le mieux, c'est beaucoup plus tard. Ça commence véritablement peut-être dans les Pyrénées, et encore, peut-être plus au niveau du Puy-de-Dôme, allez, peut-être Cauterets-Camp Basque, celle-là, à la limite, et Puy-de-Dôme derrière, donc... Moi, je le vois pas prendre des gros risques au début du tour, surtout que ça va être hyper tendu. On sait que les premières journées sur le Tour de France, bah, jamais tu le rappelles, c'est impensif, mais tu peux tout perdre, quoi. Sur une chute, une descente, là, en plus, c'est tellement pentu, et notamment sur ce qui s'est passé avec Gino Meder, moi, je le vois prendre aucun risque, hein, vraiment. À la différence près, FP, que justement parce que les étapes sont plus dures dès les premiers jours, dès le premier jour, eh ben, ça va dessiner une hiérarchie dans le peloton très rapidement. Et c'est ça la grande différence, parce que habituellement la hiérarchie pour le maillot jaune, les sprinteurs, les rouleurs, les grimpeurs veulent à tout prix se placer à l'avant du peloton dès la première étape sur une Hervé Sprint, les leaders pour pas perdre de temps en cas d'incident avant les 3 derniers kilomètres, les sprinteurs pour se placer absolument, et aujourd'hui tu as une densité dans le sprint, dans le peloton mondial au niveau des sprints, tu en as une dizaine qui peuvent aller, 5 en tout cas qui peuvent remporter une étape sur un grand tour, sur un Tour de France. Donc là, ça va pas être comme ça. Ça va être accidenté dès le début. Les sprinteurs, ils vont mettre le clignot rapidement, et ils vont laisser, à mon avis, les favoris, les punchers se bagarrer pour la victoire d'étape, et donc les premiers maillots jaunes. Enfin, t'as quand même des étapes hyper accidentées. T'as 3000 mètres de dénivelé sur les 2 premières étapes quand même. Donc ce qui veut dire que la hiérarchie va être dessinée très rapidement, et très rapidement, on va savoir qui ne joue pas le général. Oui, ça c'est vrai. Après, c'est pas parce que tu vas prendre un peu de temps, perdre un peu de temps, je parle pour ceux qui visent le top 10, hein, pas Pogačar ou Vingegaard, que t'as forcément tout perdu sur les 2 premières étapes. Hein. C'est pas parce que tu prendras une 30 que t'auras perdu. Surtout sur ce Tour de France. Parce que je pense vraiment que ce Tour de France, tu peux vite récupérer en fait. Tu vois, si t'as une très bonne journée et que tu te sens bien le coup, moi je pense vraiment que tu peux vite récupérer. Après, il faudra voir les conditions climatiques. Je pense que moi, si tu prends 2 minutes dès la première étape... ça va être compliqué, hein. Non, mais je te parle pas pour le podium, mais si, par exemple, pour un top 10, c'est pas fini, quoi, pour moi. Mais il faudra voir aussi les conditions climatiques, hein. Je vois qu'il va faire nuageux, alors est-ce qu'il y aura de la pluie ou pas, je sais pas, mais voilà, il faudra voir aussi ça, parce que, mine de rien, ça joue sur ce genre d'étape, ce profil accidenté, un petit Liège, effectivement, ou, les Ardennaises, quoi, donc, non, je suis curieux, mais moi, sur cette bataille... Pour ceux qui ne connaissent pas la météo au Pays Basque, il faut quand même savoir que le temps est extrêmement changeant, qu'en une demi-heure à peine, vous pouvez passer d'une grosse averse à un grand soleil et revenir sur une averse une demi-heure plus tard. Donc ça, c'est un climat océanique qui est connu par les habitués du Pays Basque, voilà, mais que certains vont devoir... en tout cas, que les suiveurs vont devoir intégrer, dans le sens où s'il y a des nuages à telle heure, ça veut pas dire que la pluie va rester pendant des heures et rester jusqu'à la fin de journée. Ça peut être une averse qui passe sur le peloton à un moment donné, sur 2-3 kilomètres, ça peut être finalement rien du tout, repartir soit vers l'océan, soit aller dans les Pyrénées, dans les montagnes, dans les terres. Donc il va y avoir ça. Juste le point météo pour que les gens connaissent un petit peu comment ça se passe aussi dans le coin. Oui, tout à fait, non, mais c'est ça. Après, moi, sur Vingegaard, Pogačar, je pense effectivement qu'il va y avoir une part de bluff, mais mine de rien, même au niveau de la santé, il peut pas être remis à 100%, ça j'y crois à fond. Donc je pense que c'est pour ça qu'il sécurise en disant, oui, on a le co-leader Adam Yates, mais évidemment que si Pogačar commence à décrocher, je vois mal Adam Yates rester dans le groupe des favoris, quoi. Mais bon, c'est mon avis. Eh ben moi, c'est justement pour ça que je te dis que Vingegaard va le tester, parce que Pogačar va être en forme plus qu'ascendante, et si Pogačar reste dans la roue de Vingegaard dans la première semaine et ne perd pas de temps, c'est course gagnée limite pour Pogačar après 10 jours de course. Ouais, bon, en tout cas on verra ça. De toute façon, nos théories vont vite peut-être être exclues le premier jour en cas de chute des deux, et puis si Gaudu gagne, hop, Gaudu sera maillot jaune. Non, bref, c'est là je rêve. Bien évidemment, on arrête le tour, stop the count, comme on dit, stop the count. Très rapidement, les équipes Jumbo-Visma et UAE Team, quand tu les compares les deux, qui est l'équipe la plus forte, parce que l'année dernière c'est quand même le collectif Jumbo-Visma qui avait battu Pogačar. Rapidement, Jumbo-Visma, Vingegaard avec Benoot, Kelderman, Kuss, Laporte, Van Aert, Van Barle, Van Hooijdonk, UAE, Pogačar avec Bjerg, Grosschartner, Langen, Majka, Soler, Trentin, Adam Yates.
qui est au-dessus. Ouais, en haute montagne, je pense que Pogačar a une meilleure équipe. Je pense que sur un Tour de France, avec tout ce que ça comporte, des étapes de plat, vallonnées, etc., je pense que c'est la Jumbo-Visma qui est la plus équilibrée. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pour moi, un mec comme Van Aert, tant qu'il fait le Tour de France, parce qu'on rappelle que Wout van Aert risque peut-être de partir du Tour pour cause d'un nouvel enfant. C'est une bonne raison. Et en fait, mais même malgré tout, ils ont Christophe Laporte, à Van Barle, c'est des gros rouleurs. Donc tu vois, même s'ils chutaient dans une étape de plaine, ils pourraient récupérer parce qu'ils ont une grosse puissance et des coureurs qui peuvent vite remonter. UAE, ils ont un peu moins de gros rouleurs, même si Bjerg était un gros rouleur, faut avouer. Mais voilà, t'as quand même du Yates, Soler, Machka, Großschartner, même Bjerg en montagne, il est quand même très très bon. Donc moi, je pense que UAE en haute montagne, c'est très fort. Jumbo-Visma a un peu moins de coureurs. Il y a Kelderman et Sepp Kuss, mais Sepp Kuss c'est pareil. Quel Sepp Kuss on va voir, quoi? Parce que c'est Sepp Kuss, le mec qu'on a pu voir sur le Tour il y a quelques années, ça me dit, ouais, il est très très fort pour accompagner Vingegaard. Si on voit le Sepp Kuss depuis 2 ans surtout, je pense qu'on le verra pas trop, justement. Ouais, surtout quel Sepp Kuss on va avoir, sachant que lui, sa dernière course, c'était le Tour d'Italie où il a accompagné Roglic. En plus, mais non, mais c'est ça. Après, ils ont pas eu de chance. Ils ont pas eu de chance parce qu'ils ont dû changer tout leur équipe aussi du Giro à moitié, quoi. C'était, je crois, 5 coureurs qu'ils ont dû changer. Oui. Enfin, là, pour le coup, c'est pas forcément de leur faute. T'en penses quoi, toi, des équipes? Pour moi, c'est Jumbo-Visma qui est au-dessus parce que, oui, moi, je pense que c'est plus complet du côté de chez Jumbo-Visma. Alors oui, il y a des coureurs forts comme Adam Yates chez UAE où finalement, t'as pas un gars... Contrairement à Adam Yates, qui peut faire un top 10 final sur le Tour de France, Jumbo-Visma n'a pas de gars aujourd'hui capable de faire un top 10 sur ce Tour de France-là. Wilco Kelderman en a fait des top 10, il me semble, dans le passé. Il n'est pas capable d'en faire un cette année. Après, tu as quand même un Van Barle qui peut être un rôle toujours en montagne, un Tiesj Benoot qui est capable de bien grimper. Tu as Van Aert, tant qu'il sera là, qui est capable de bien grimper aussi pour filer un coup de main. Christophe Laporte, bon, je dis pas qu'il est capable de bien grimper, mais bon, il est quand même capable de faire le pied d'école. Je pense que l'équipe Jumbo-Visma est plus complète, tout simplement. Passons maintenant aux favoris du podium, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ceux qui auront les dents longues derrière Pogačar et Vingegaard. Alors, allez, je vais demander déjà si tu as un ultra favori, parce qu'on a l'impression quand même qu'ils sont à peu près, il y a quand même 3-4 qui ressortent pour le podium, et derrière, tu as peut-être une dizaine de coureurs pour le top 10. On peut résumer comme ça, tu penses? Oui, tu as quand même, je suis assez d'accord avec toi. C'est qui tes 3-4 pour la 3e place? Henrik Mas. Évidemment. Henrik Mas, David Gaudu, Mikel Landa, Ben O'Connor. Ok, t'as pas mis Carapaz, ou j'ai pas entendu? Non, je n'ai pas mis Carapaz, parce que quel Carapaz on aura, c'est un peu la question que je me pose. Toi, tu as un autre nom? Moi, tu veux Carapaz. Enlever un nom de ma liste? Non, enfin, moi j'aurais mis Carapaz, moi j'aurais enlevé Gaudu en fait, pour tout avouer. Pourtant, tu sais que j'adore Chocho Gaudu. Mais je me suis posé la même question. Mais mine de rien, quand même, là pour l'instant, il a fait un très bon championnat de France, mais j'attends de voir, quoi, parce que le Dauphiné était vraiment pas bon. Maintenant, oui, on sait que l'an passé c'était pareil, et bon, il a quand même remporté une étape aussi, on se souvient, c'est Étienne, notre ami Étienne, qui m'avait fait la remarque sur Twitter après le podcast sur le Dauphiné. Mais mine de rien, voilà, ça reste inquiétant pour David Gaudu. J'attends qu'il me rassure sur les premières étapes, donc je le mets pas dedans. Moi, je mettrais effectivement Carapaz, Landa, Jay Hindley. Moi, je le vois bien dans le top 5 en fait. Donc c'est un coureur qui est très très régulier, et Ben O'Connor évidemment par rapport à ce qu'il nous montre, et surtout que Ben O'Connor, je trouve que par rapport à avant, il sera beaucoup mieux accompagné, parce que Félix Gall est sur une pente ascendante énorme en montagne, je parle, et en tant qu'équipier, il pourrait être un très bon relais, et surtout, il y en a un deuxième qui est bon et qu'on parle peu, c'est Clément Berthet. Moi, Clément Berthet, il fait une grosse saison. Alors évidemment, voilà, jeune français, il gagne pas de course pour l'instant, mais il fait toujours des podiums où il est placé, et sur des grosses courses. Donc moi, Clément Berthet, quand il accompagnera O'Connor, ça sera une grande aide pour lui, donc évidemment dans ce lot-là, quoi. Et Aurélien Paré-Peintre aussi, qui sera dans la start list de chez il sera mort. Enfin, étant Aurélien Paré-Peintre, tu vois son parcours depuis le début de saison, le nombre de courses qu'il fait, et des grosses courses. Je sais pas dans quelles conditions il arrive, mais il sort du Giro. Ça sera pas le coureur qui va aller très loin en montagne, quoique, on sait jamais. Mais en tout cas, il sera capable d'accompagner Ben O'Connor assez loin. Allez, je dis, il sera pas capable d'aller loin, mais il sera quand même capable d'aller un minimum en montagne, en haute montagne avec Ben O'Connor quand même, vu ses capacités.
Parlons des coureurs aussi qu'on n'a pas cités pour le top 10, hein, mais moi je pense qu'on met les mêmes dans le lot. Je pensais notamment à Gio Ciccone, même si moi lui je le mettrais top 5, tu vois ce que je veux dire, proche du top 5 ou peut-être plus si affinité comme on dit. Revanchard, Gio Ciccone qui avait pas pu prendre le départ du Giro alors que grand départ était à domicile, était chez lui à cause du Covid. Effectivement, un Romain Bardet, on peut pas l'oublier, ça c'est sûr non plus. Chez la team DSM, on a Guillaume Martin qui pour le top 10, hein, là on parle plutôt top 10, hein, pas top 5 mais top 10. Je pense que voilà, c'est un coureur qu'il faut jamais négliger. Et moi c'est la question que j'ai envie de te poser quand même, parce que à la Ineos Grenadier on met qui? Parce qu'on va faire la liste quand même de la Ineos, je la fais quand même. C'est Egan Bernal, annoncé leader, c'est lui qui est le premier dossard 21, Castroviero, Omar Fraile, Katowski, Daniel Martinez, Tom Pidcock, Carlos Rodriguez et Ben Turner. Il y en a 3 qui se détachent quand même pour un classement général, c'est Egan Bernal, ancien vainqueur du Tour, Daniel Martinez et Carlos Rodriguez. Egan Bernal, on ne sait pas ce qu'il vaut aujourd'hui sur un Tour de France tout simplement. On l'a pas encore vu depuis sa grosse chute sur un Tour de France. Face à la grosse concurrence mondiale, ça va être le gros test. Daniel Felipe Martinez n'a jamais réussi à confirmer ce qu'il est capable de faire sur une semaine. Donc ça va être une interrogation. Et finalement, le plus fiable, entre guillemets, aujourd'hui, au moment où l'on parle, ce serait plutôt Carlos Rodriguez, le plus jeune, à 22 ans. Carlos Rodriguez qui, l'année dernière, avait terminé 7e du Tour d'Espagne, longtemps proche du podium. Et je pense que c'est pas anodin s'il est au départ du Tour de France chez Ineos. Et sa saison 2023 elle est plutôt solide pour le grimpeur espagnol qui a fait un début de saison avec les courses espagnoles, Tour de la Communauté de Valence et la Ruta del Sol en terminant de 10e et 4e. Il a terminé avec le Trofeo Lageglia et le Strade Bianche. Alors, il me semble qu'il abandonne sur chute au Strade Bianche, Carlos Rodriguez, je vais pas dire de bêtises, et qu'il a repris derrière sur le Dauphiné où il termine 9e au début du mois de juin. Donc je pense que Carlos Rodriguez va être l'atout numéro 1 de cette Ineos pour un peu délaisser ou en tout cas les autres vont prendre la lumière et Carlos Rodriguez sera moins dans la lumière, il pourra plus briller. On a fait un beau tour du classement général évidemment, on sera beaucoup plus complet parce qu'on rappelle... Attends, t'as pas oublié un gars toi? Simon Yates. Simon Yates, oui, pour le top 10, ouais, mais alors lui, Simon Yates, c'est pareil, je mets avec Guillaume Martin, pas dans ma liste du top 10, tu vois. Je vois pas proche du top 5, non, pas top. Je pense qu'il y a meilleur que lui. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, je pense qu'il y a meilleur que lui. C'est celui qui est le premier derrière le trio Pogačar, Gaudu, Vingegaard à Paris-Nice. Hein. Il fait 4e de Paris-Nice. Oui, tu peux être 4e de Paris-Nice et faire 12e du Tour, hein. C'est pas interdit. Hein. Juste la précision, Carlos Rodriguez, fracture de la clavicule sur le Strade Bianche en mars. Voilà, il a repris au Dauphiné. Je te laisse CFP. Important d'être précis. Non, on a fait le tour du classement général, je pense. On en saura plus lors de chaque étape, évidemment. Hein. C'est pour ça qu'on se monte pas. Ton pronostic ? Le pronostic, moi, mon top 3, alors, le top 3, moi, je pense que ce sera Pogačar qui va remporter le Tour, Vingegaard en 2e, et en 3e, moi, je voyais bien un Ben O'Connor, mais après, voilà, ça c'est l'appétence française. Toi, c'est quoi ton top 3? Pogačar, Vingegaard, et allez, je te dis Gaudu qui passe le cap et qui monte sur le podium à Paris. Ouais, j'espère, mais ça va être compliqué. Parlons des Français maintenant, peut-être ceux dont on n'a pas parlé. Déjà, commençons par une question simple. Est-ce que Julien Alaphilippe va prendre le maillot jaune sur les premières étapes du Tour? J'aimerais bien, mais j'y crois pas. J'aimerais bien, mais j'y crois pas parce que pour moi, il est sorti de... Tu sais, en fait, il a dit lui-même, alors c'est peut-être aussi un peu de bluff dans son discours, il dit il y a les 3 gros mousquetaires, Pogačar, Van Aert, Van Der Poel. Et puis, moi, je suis un petit mousquetaire aujourd'hui. Et en fait, à la base, Alaphilippe, il y a 2-3 ans, c'était un de ces grands mousquetaires, un de ces fantastiques, et il a été un peu déclassé par l'avènement au plus haut niveau de ces gars-là. La partie de poker entre Pogačar et Alaphilippe, là, à force de faire du bluff, là. Ah ouais, oui, mais en même temps, quand tu vois le nombre de favoris qu'il y a au départ, en plus sur des étapes très ouvertes, hein, dans ces 2 premiers jours au Pays Basque, il y a forcément un moment de bluff. Après, c'est les jambes qui vont répondre. Après, Alaphilippe, est-ce qu'il sera remis de son coup de chaud au championnat de France? Premier maillot jaune. Van Der Poel maillot jaune, ouais, il y a quand même de grandes chances d'être maillot jaune. Franchement, il arrive bien en forme. L'étape semble... Ouais. C'est taillé pour lui. Hein. Après, comme Van Aert, mais Van Aert aussi, hein. Pour Van Aert aussi, je trouve que c'est pas mal taillé. Hein. Ouais, mais Van Der Poel a un profil plus explosif que Van Aert, et pour moi, ça sera plus adapté à Van Der Poel. Dans les Français dont on n'a pas parlé, on peut parler aussi quand même peut-être d'un coureur comme Valentin Madouas, champion de France il y a peu de temps. Qu'est-ce que tu le vois faire, lui, rester à la bonne garde de David Gaudu ou tenter sa chance de temps en temps? Maintenant que Madouas est champion de France, je pense que ça va être tout pour Gaudu, tout simplement. Tout pour Gaudu, et
après, si David Gaudu craque, ça dépend. Pinot est censé travailler pour Gaudu, mais si Gaudu craque et que Pinot est devant, voilà. Après, s'il n'y a plus personne qui joue général, Madouas aura sa chance. Je pense, sans me tromper, que Pinot a annoncé qu'il ne devait pas perdre de temps pour faire exprès, on va dire. Tu vois, Pinot ne va pas s'écarter pour perdre du temps et aller dans l'échappée. Ouais, c'est voilà. ce que j'ai compris. Mais effectivement, ça serait une autre cartouche, un peu comme Adam Yates chez Oui, UAE, voilà. quoi. Mais bon, plus Pinot accompagnera loin Gaudu, mieux il sera placé au général. Donc il y a aussi ça qui joue. Non, maintenant, Madouas, moi j'ai une interrogation pour Valentin Madouas. Sa capacité à récupérer des efforts fournis il y a à peine une semaine sur le championnat de France, où ça a été un championnat de France dantesque. Je sais pas ce que t'en penses, FP, mais il s'est donné. Il s'est tellement donné, il s'est mis dans le rouge. Et là, il va falloir qu'il récupère quand même une semaine après. Il va falloir qu'il soit au contact des meilleurs. Hein. Parmi les Français qui peuvent remporter une étape, il y a donc trois équipes françaises dont on n'a pas encore parlé vraiment. C'est la Cofidis. Alors Guillaume Martin pour le général, on l'a compris. L'autre donc dans la start list, c'est Brian Cocard. Il y a l'Allemand Simon Geschke, Yoni Aguirre l'Espagnol, Victor Lafay, Anthony Perez, Alexis Renard et Axel Zingler les Français. Tu vois une victoire d'étape Cofidis ? Allez, je vais te dire oui, et peut-être par un Victor Lafay ou un Axel Zingler. Mais honnêtement, tu trouves pas que cette équipe, on va dire que j'adore cette équipe et que j'arrête pas d'en parler, mais honnêtement en termes d'équilibre pour une petite structure, une équipe qui a pas beaucoup de moyens, elle est belle, c'est une belle équipe, on est d'accord, parce que Brian Cocard pour le sprint, même Zingler pour les étapes un peu plus accidentées, t'as Victor Lafay qui grimpe bien, Alexis Renard qui est tout en puissance. Moi je trouve ça intéressant. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Avec Zingler qui est capable d'avoir une belle pointe de vitesse. C'est une équipe très équilibrée, équipe talentueuse où t'as que deux étrangers, Geschke et Yoni Aguirre. Franchement c'est une belle équipe. Et puis Guillaume Martin qui va viser le top 10 comme d'habitude. Ils sont capables de briller. Et puis pareil, Guillaume Martin il sera bien accompagné avec un Yoni Aguirre normalement. Ça peut être pas mal. Hein. Une équipe où j'ai un peu plus de doutes sur sa capacité à nous faire vibrer, c'est peut-être la Arkea. Déjà, la Arkea, alors, qui va être menée par Warren Barguil, qui a fait le Giro cette année, Birmans, le Belge, qui sera là aussi, Clément Champoussin, qu'on a vu à l'aise sur le Tour de France, le championnat de France, la semaine passée. Il y aura Anthony Le Laplace, Simon Guglielmi, Mathis Louvel, Luca Mozzato, l'Italien, et Laurent Pichon. Alors c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de coureurs que j'apprécie beaucoup, mais je sais pas dans quelle forme ils arrivent en fait, surtout c'est ça qui m'embête un peu. Il y a beaucoup de coureurs c'est trop grosse inconnue et je sais pas s'il y a beaucoup d'étapes adaptées pour eux en fait. Typiquement à Mathis Louvel, tu vois. Mais même à Mozzato par exemple, même s'il sprinte bien. Mozzato qui a fait plusieurs top 10 avec la BNB Hotel il y a un an. Mozzato, Mathis Louvel. Tu vois une victoire d'étape Arkea toi ? Franchement non. Après, si Warren Barguil s'échappe et prend le maillot à poids, gagne des étapes. Je pense que c'est Champoussin le plus à même. Dans une échappée, ça serait peut-être plus Champoussin vu la forme qu'il a, non ? Oui, normalement oui. Après, je te dis ça, Warren Barguil il a fait le Tour d'Italie. Dans quelle forme il va être ? Ouais, c'est pareil, c'est ça, tout à fait. Ouais, plus Champoussin. Après, Champoussin, il a l'air de monter un peu en puissance quand même. Il a fait certes 20e du Dauphiné, il fait 5e derrière du CIC Mont Ventoux. Il est au contact des meilleurs dans les étapes vallonnées. Champoussin, c'est un peu l'inconnu. Arkea Samsic, après c'est une équipe promue en World Tour, ils doivent marquer des points aussi, donc c'est une équipe qui va être à mon avis pas être placée dans les grosses étapes avec les meilleurs, mais ils vont plus jouer des coups. Je pense que c'est plus dans l'identité d'Arkea pour briller. Et alors une autre équipe française dont on n'a pas encore parlé, c'est la Total Energy, qui sera emmenée par Peter Sagan, qui a été récemment vu dans la case fait divers, puisqu'il a été contrôlé positif à l'alcool. Exactement. Et donc condamné, je crois, à 3 mois de prison avec sursis. Exactement. Si je dis pas de bêtises, juste avant le Tour. C'était à Monaco qui s'était fait choper. Genre quand même, à Monaco en plus. Donc voilà. Il sera accompagné de Edvald Boasson-Hagen, Mathieu Burgodeau, Steph Kras, le Belge, Valentin Ferron, Pierre Latour, Daniel Hoss et Anthony Turgis. C'est un peu le même discours que Arkea. Je mettrais néanmoins un bémol à ce que je disais sur Arkea pour Total, c'est qu'il y en a 2 qui me paraissent vraiment bons et qui ont le profil d'un vainqueur d'étape sur le Tour, c'est Mathieu Burgodeau et Valentin Ferron. Oui, d'accord avec tout. Et encore. Valentin Ferron fait un très bon début de saison. Je trouve que ce coureur-là a un très joli potentiel. Alors je sais pas s'il restera chez Total ou pas, mais moi je pense que c'est vraiment une des bonnes pioches. Valentin Ferron, très joli coureur, je trouve. Vraiment, il sent bien les coups et il grandit bien. Moi je trouve c'est un très bon coureur. Je vois qu'il a 25 ans, tu vois. Je pensais presque plus jeune, mais mine de rien, c'est un très bon coureur. Il fait une très belle année. Il a remporté Paris Camembert, un manche de la Coupe de France en avril dernier. Moi, ce qui m'embête, c'est que Total Energy,
Normalement, c'est tout pour Peter Sagan. Je te sens désabusé. Non, franchement, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Je veux pas. Voilà, pareil. Peter Sagan, Anthony Turgis, ce sont des coureurs qui seraient capables normalement de jouer des victoires d'étape, de jouer des coups. Même Pierre Latour, capable de jouer des coups en montagne. Voilà, c'est Steph Kras. Après, Steph Kras qui a été régulier quand il était chez Lotto, peut-être qu'il essaiera de s'accrocher, mais ouais, il doit jouer des coups comme Arkea, mais est-ce qu'ils seront réellement capables d'aller accrocher au moins une victoire d'étape, j'y crois pas. Après, voilà, peut-être des top 3 sur des étapes de temps en temps. Alors, pour terminer ce podcast, on a encore 2 parties. On va avant de passer au sprinter, quand même. Ouais. J'ai envie de faire un petit jeu avec toi, Guillaume. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Je veux bien un petit jeu. Je te dirais juste quand même qu'il faudra surveiller Christophe Laporte si Wout van Aert abandonne. Ah oui, ça c'est vrai. Avec la Jumbo. Oui, parce que si Wout van Aert abandonne, au sprint, Christophe Laporte aura sa chance. Vas-y. Un petit jeu, tu veux faire quoi comme jeu? Tu vas donner un coureur. Si tu veux, je peux te donner les miens avant. Ouais. Un coureur, alors pas forcément un Français, c'est pour ça que je voulais le faire après les Français, que tu dis, lui, c'est sûr, il va remporter une étape, mais un coureur pas attendu. Tu vois, je veux dire, tu vas pas me citer un favori, genre Pogacar, Vingegaard, non, j'en veux pas. Chez les sprinters, j'en veux pas. Mais tu sais, un mec sur une échappée ou tu vois le style un peu coureur, voilà, un coureur un peu moins connu, dirons-nous. Alors, c'est possible ou pas? Oui, tu vas commencer par donner ton nom. Et puis moi, comme ça, je vais réfléchir au mien en même temps. Ça marche. On va faire comme ça. Pas de souci. Mais ça marche. Bon, il peut être connu quand même, d'accord, mais bon, oui, on est d'accord. On parle pas de quelqu'un, on va dire un lambda, quelqu'un qui découvre le Tour de France. Alors, j'allais te citer au départ Mathias Skelmose, mais je me suis dit bon, c'est un peu trop gros. Même si tu vois, c'est vrai que c'est un profil. C'est vrai. Non. Parce que lui, je vois pas. En fait, j'arrive pas à savoir s'il va travailler pour Giulio Ciccone, mais en même temps, je le vois tellement fort qu'il va forcément remporter des étapes pour moi, ce gars. Et comment dire, Mathias Skelmose, j'arrive pas à savoir s'il est capable d'aller viser un top 5 ou top 10 sur le Tour de France, même s'il a fait remporter le Tour de Suisse. Un Tour de Suisse évidemment compliqué avec la fin du Tour de Suisse, mais voilà, je pense qu'il a le potentiel pour remporter une étape. Alors, je vais t'en citer un autre pour le coup, et je vais citer un Français qui revient sur le Tour. C'est Lilian Calmegen. Alors je sais pas pourquoi, mais vu sa forme cette saison à l'Intermarché, je me dis que ce gars, il est parti pour peut-être remporter une étape. Parce qu'Intermarché aussi? Ah, parce qu'Intermarché aussi, oui, je pense. Mais je sais pas, ouais, t'as l'impression qu'il va mieux. Ouais, bah, ça va mieux dans la tête. C'est une équipe qui joue des coups, qui se bride pas, surtout. Ouais, oui. À la base, j'hésitais entre lui et Rui Costa, en fait, pour tout avouer. Mais Rui Costa. Après, c'est un peu plus gros, mais il y a Biniam Girmay, on sait pas ce que ça va donner. Ouais, c'est pour ça que c'était un peu trop gros. Ouais. Mais je voulais parler des coureurs en soi qui étaient connus avant et un peu moins. Et t'en as un, toi, ou pas? Depuis. Je suis en train de faire le tour un petit peu. Pourquoi pas Jordi Meeus au sprint, sprinter de Labora. Sprinter de Labora qui est quand même un bon petit bébé. Qui prend la place de Sam Bennett quand même. Hein. Ouais, exactement. Jordi Meeus qui a pas forcément brillé sur les Flandriennes, mais qui, sur les sprints auxquels il a participé, a très très souvent terminé aux alentours des 3, 4, 5e places. Il a tourné autour, il a pas mal tourné autour, et je pense qu'il va être dangereux sur ce Tour de France. Ouais, tu fais une transition parfaite pour les sprinters. Jordi Meeus, je suis assez d'accord avec toi, je vois remporter, comme tu dis, une étape, mais en sprinter, il y a quand même Fabio Jakobsen, évidemment, comme favori dans les sprints. On aura aussi Jasper Philipsen. Est-ce qu'on peut dire que c'est les 2 monstres par rapport aux autres? Il y a Groenewegen aussi. Ouais, alors sur les étapes où ça va vraiment arriver sur le plat, c'est-à-dire que vraiment en sprint massif, style arrivé à Bordeaux. L'arrivée à Bordeaux, clairement, sur les quais à Bordeaux, là-bas, devant le miroir d'eau, aucun con, ce sera vraiment pour les purs sprinters. Ouais, sprinter numéro 1, Philipsen, même si Jacobsen est un peu en fin d'histoire à la Soudal Quick-Step, je pense qu'il faut pas oublier Mats Pedersen quand même. Mats Pedersen qui, pareil, lui est en plus capable d'être là quand ça va être dur. Il avait abandonné le Tour d'Italie. Alors, est-ce qu'il a abandonné le Tour d'Italie sur Covid, Mats Pedersen? Je sais pas, mais il avait remporté une étape, donc je pense qu'il sera là. Ouais, je pense aussi. Moi, mon favori pour le maillot vert, ce serait Philipsen. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes au sprint au final. Hein. Après, si Wout van Aert va au bout, c'est pas lui le favori?
Ah, si Van Aert va au bout, c'est lui le favori, je suis assez d'accord. Et Wout Van Aert, en termes de profil, il est vraiment passe-partout. On est presque à l'inverse d'un Mark Cavendish, tu vois, à l'époque où lui, il fallait que ce soit tout plat et puis que la puissance pure, emmenée par son copilote, et puis voilà, c'est parti. Hein. Ouais. Sinon, après, favori pour le maillot vert, Mats Pedersen, et puis Mathieu Van Der Poel, on n'en parle pas, ça sera certes le poisson pilote de Jasper Philipsen, mais Van Der Poel pour le maillot vert, il va prendre des points dès le début. Ah, tu penses que c'est comme ta théorie du Julien Alaphilippe maillot vert il y a quoi, il y a 2 ans, hein, c'est que tu avais fait ça? Ouais, alors bon, je sais pas, non, oui, non, mais on sait jamais. Mais après, normalement, Van Der Poel, on l'a vu sur Tirreno, il a joué le poisson pilote pour Jasper Philipsen. Et c'est là où Jasper Philipsen est pour moi le sprinter numéro 1, vraiment, parce que il a ce poisson pilote d'un talent monstre qui va pouvoir l'emmener sur les sprints massifs. Et mine de rien, quand je vois le tableau de sprinter qui est présent sur le Tour de France, c'est quand même un gros regret pour Arnaud Démare quand même, hein, parce que je me dis qu'il aurait peut-être eu sa carte à jouer. Oui, c'est costaud, mais vu le profil des étapes, il y en a beaucoup, tu vois, qui auraient, tu vois, pas forcément bien tenu. Arnaud Démare, il avait un peu le profil pour ce Tour de France, mine de rien, tu vois, sur certaines étapes. Sauf que Arnaud Démare, du moment où ça va y avoir une sélection, il y en a d'autres après Arnaud Démare qui craqueraient après Arnaud Démare. Je pense à Mats Pedersen qui passe mieux les bosses, à Van Aert, à Van Der Poel par exemple. Aussi, on n'a pas parlé. Hein. Ouais, Caleb Ewan qui lui est un peu quand même sur la pente descendante ces derniers temps. Bah, il est tombé. Ouais, oui, il est tombé, mais il fait pas une énorme année quand même. Et pour Mark Cavendish, est-ce que ce serait pas le fameux Tour de France où il va dépasser Eddy Merckx? Ah, ça serait une magnifique histoire. Ça serait une magnifique histoire, et puis un pied né aussi à la Soudal Quick-Step qu'il n'avait pas conservé. Il a recruté Mark Renshaw pour l'encadrer. Il a recruté Mark Renshaw pour l'encadrer pour les sprints. Ah, moi j'ai cru qu'il allait reprendre un vélo. Je me suis dit, Astana, ils vont mettre un maillot jaune et blanc, Columbia, et puis ils vont dire, allez Marc, tu vas devant Mark Cavendish, et puis c'est ça, tu mets des coups de tête, et puis voilà, et puis tu remportes l'étape. On y va. Ouais, Mark Cavendish, 34 victoires d'étape sur le Tour de France. Ce serait sa 35e victoire d'étape. Il doublerait Eddy Merckx au classement du nombre de victoires d'étape sur un Tour de France. Je pense quand même qu'il y a une grosse concurrence sur ce Tour. Et peut-être qu'il donnera tout en fait sur les Champs-Élysées. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Biniam Girmay, t'y crois toi? Oui, j'y crois. Il a gagné un peu moins, mais il n'a pas eu trop de chance. Il est tombé souvent sur plus fort que lui, sur des bons coureurs, hein, que ce soit des Van Der Poel, Van Aert, etc. Mais oui, Girmay, évidemment, même dans les premières étapes, tout dépend à quel niveau il est, mais il fait partie de mes favoris, parce que Girmay, il passe très bien les bosses aussi, hein, mine de rien, lui. Aussi. Ah, attends, j'ai trouvé mon coureur surprise. Ah, vas-y, alors. Ah, ça me revient. On va finir là-dessus. Fred Wright. Fred Wright, ah oui, Fred Wright. Mais d'ailleurs, cette saison, j'ai pas trop suivi, mais il a pas fait une grosse saison ou c'est moi qui vois pas bien? Et Fred Wright, une première partie de saison jusqu'aux Flandriennes où c'est pas si énorme que cela. Il va faire 8e du Tour des Flandres. Et puis, bon, depuis sa reprise au Dauphiné, il a fait 3 top 10, dont une 4e place au contre-la-montre, ce qui prouve qu'il est quand même bien en forme. Et puis, il a été champion de Grande-Bretagne dans la course en ligne et vice-champion de Grande-Bretagne du contre-la-montre derrière la pépite Joshua Tarling, 18 ans de la Ineos. Il arrive en forme, c'est un coureur qui passe bien les bosses et qui est capable de se glisser dans toutes les échappées. Donc attention à lui. Bon, on a fait un beau Tour de France, un bon Tour de France, du Tour de France en tout cas, Guillaume. Tour de France. Alors, là, la surprise qu'on devait annoncer, c'est surtout que toi, tu vas être accrédité pour le Tour de France. Alors, pas tout le Tour de France, mais pour la première semaine en tout cas. Exactement. De lundi à Bayonne jusqu'à samedi à Limoges, nous serons donc Vélo Podcast sur le Tour de France. Nous couvrirons la grande boucle sur place avec, on va vous faire vivre de l'intérieur un peu cette grande boucle. Faudra nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Facebook, où on vous mettra des vidéos régulières, notamment story sur Instagram et Facebook pour regarder un peu comment ça se passe de l'intérieur, et puis on essaiera d'avoir les réactions des coureurs avant et après l'étape aussi, au plus près du peloton. Donc en tout cas, on vous garantit au moins un podcast par jour, que ce soit des réactions, ou bien nos réactions aussi des étapes sur le Tour de France, pour ce beau Tour de France qui durera jusqu'à la mi-juillet. Et un podcast par jour jusqu'à la fin du Tour. Exactement, voilà, où on donnera notre avis et pour savoir si Vingegaard a bien fait d'attaquer Pogačar, ou si Pogačar a bien fait d'attaquer Vingegaard, ou si Gaudu a bien fait d'attaquer les deux pour les contrer. Exactement. En prenant 9 minutes et puis après c'est bon.
Ouais, là, il faut qu'on débranche l'ordinateur à ce moment-là. Ouais, on va arrêter. Bon, en tout cas, merci à tous et à tous de nous suivre hein, sur les réseaux sociaux. Évidemment, tu en as parlé, Guillaume, mais aussi sur Podcast Addict, hein, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. N'hésitez pas à liker, à mettre des étoiles, là, ça nous aide beaucoup, évidemment, pour le référencement, ou alors à commenter hein, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Je tiens à te dire, Guillaume, qu'on a une dédicace d'Équateur. On a écouté jusqu'en Équateur. Eh oui, c'est vrai, j'ai reçu un message. Eh oui, tout à fait, jusqu'en Équateur. T'as reçu un message d'Équateur? Eh oui, c'est fou, hein. Et j'ai reçu un message, voilà, Jonas, c'est pour le C'est toi qui as payé, du coup? Non, même pas. Jonas m'a dit, alors je sais plus où il était à ce moment-là, mais j'entendais pas très bien. Et puis il a dit, voilà, je suis en Équateur et je vous écoute, Vélo Podcast, merci pour tout ce que vous faites. Donc on salue Jonas, bon voyage en Amérique du Sud et on espère qu'il pourra suivre le Tour de France Jonas. Grâce à nous. Gracias. Aussi en partie dans les analyses, mais aussi qui pourra suivre sur la télévision équatorienne en l'occurrence. Donc on verra comment ça se passe pour lui. Voilà, le message est passé, Guillaume. On se retrouve samedi. C'est beau. Bisous public, pour vous public, et on se retrouve dès samedi soir pour le débrief de la première étape du Tour de France. On a hâte, François-Pierre, on a hâte de voir qui en maillot jaune? Julien Lafilippe, on va essayer. Allez, on va essayer. Allez, ciao à tous.